va peut-être recontextualiser rapidement sur qui est la Gen Z. Si on lève la main, qui a un Gen Z à la maison ou qui fait partie de la Gen Z? Donc pas mal de monde. Pour la petite histoire, la Gen Z, donc c'est les personnes qui sont nées entre 1995 et 2009. Ça représente d'ici 2030 un tiers des actifs français. Et juste après la Gen Z, il y a la Gen Alpha, on a recommencé l'alphabet, qui est tout aussi intéressante. C'est la première génération qui est véritablement digitale. Je vais passer le blabla habituel, on s'y connaît, on la travaille très souvent. La Gen Z, elle nous oblige à réinventer notre rapport à la communication, à réinventer nos campagnes au quotidien, elle nous challenge. C'est une cible qui est particulièrement compliquée, volatile aussi. Finalement, c'est une cible, et on l'a souvent dit, qui n'est plus à l'écoute des marques. Grosso modo, quand la marque va prendre parole pour aller la cibler, il y a une forme de pas de réticence, mais en tout cas d'interrogation qui vient la toucher. Est-ce que ce qu'on me dit est réel? Est-ce que c'est vrai? Et comment est-ce que moi, ça peut m'intéresser? Donc c'est une cible qui va tester les marques, qui va les tordre, qui nous oblige à réinventer finalement la communication en tant que telle. Et ce qu'il faut avoir en tête quand on communique auprès d'elle, c'est qu'on ne communique plus avec cette cible Gen Z, mais on communique dans son monde. Et finalement, ça change énormément de choses dans notre façon de faire. Because you're worth it is dead, because I'm worth it is born. Ça résume un petit peu l'écosystème dans lequel on est en train d'évoluer en tant qu'agence et annonceur aussi, le challenge. On est passé d'une cible à qui on pouvait dire ce qu'elle valait, à qui on pouvait dire mon produit est adapté pour toi et il va t'intéresser, à un public qui nous dit finalement j'ai pas besoin de toi pour savoir ce que je vaux, je le sais et finalement c'est à toi de me prouver que tu mérites mon attention. Cette histoire de l'attention, elle est clé et elle va aussi un petit peu jouer fil rouge tout au long de cette intervention. Le pouvoir de la Gen Z, il faut totalement en avoir conscience, il ne faut pas le minimiser. On est sur une cible qui a le pouvoir de faire naître ou d'éteindre des tendances en quelques sets de story. Et finalement, c'est une audience qui parle de plus en plus à la place des marques et souvent, malheureusement ou pas, beaucoup plus fort que ne le font les marques. Et donc finalement, quand on communique auprès d'elles, il faut le prendre en compte parce qu'il faut accepter aussi que la communication ne nous appartient plus totalement à partir du moment où on communique auprès d'elles. Donc c'est une génération aussi qui a grandi dans un monde qui est saturé de messages, des messages souvent commerciaux. Il y avait une étude Kantar qui avait mentionné le chiffre de 1200 sollicitations de marques par jour pour les moins de 30 ans, tout réseau confondu. Donc autant vous dire que pour tirer son épingle du jeu, il faut y aller. Et c'est tout l'intérêt de repenser justement la communication. C'est une cible aussi qui va valoriser l'autonomie du choix. Elle ne veut pas qu'on lui impose quelque chose, elle veut le co-construire. Et pareil, ça c'est clé dans la prise de parole qui nous réunit aujourd'hui. La marque n'a plus sa com en main, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut accepter de co-construire avec elle. On doit accepter que cette population nous emmène là où elle veut. À partir du moment où une vidéo sort, où une communication sort, une campagne d'affichage, finalement, ce qui compte, c'est la réappropriation qui va être faite par cette cible. Il n'y a plus de maîtrise à 100% du message et les briefs trop cadrés, finalement, nuisent aussi à cette réappropriation-là. L'exemple que je vous ai mis ici, c'est celui de Yop. Yop qui a tout compris, ou presque, à cette façon de faire. Cette publicité que vous voyez ici, elle reprend les codes de l'univers manga, qui est un univers justement hyper jeune. Et la particularité, c'est que ça a été une campagne qui a été pensée avec un crew de 15 ambassadeurs jeunes qui ont réfléchi à la fois à l'univers, mais aussi aux thématiques. Finalement, il y a une partie sur les rencontres amoureuses, les premiers émois, le dépassement de soi autour du sport. Et finalement, c'est ça la clé. Et la mission des marques, et donc notre mission en tant qu'agence, c'est de co-construire les émotions avec la cible. Et ça, c'est le premier point de redéfinition, finalement, des codes de la communication. C'est qu'il y a d'abord une redéfinition des codes de l'émotion par la cible. Pour elle, ce qui est intéressant, c'est de vivre quelque chose, de participer à quelque chose. Ils veulent vivre des expériences, pas juste les observer. Finalement, avoir un stand très beau, c'est trop sympa, mais ça ne suffit plus. Si derrière, il n'y a pas quelque chose qui se crée de l'ordre de l'émotion, justement. Donc l'enjeu ici, c'est de créer des moments où ils vont venir générer leurs propres émotions
Pareil, l'équilibre est assez fragile. Il faut réussir à leur faire vivre quelque chose sans leur imposer. Encore une fois, on est sur une cible très paradoxale qui veut faire partie d'un tout, mais être unique. Donc, pareil, ça se retrouve un petit peu ce paradoxe dans la façon de vivre l'émotion. Donc, passer par des activations avec des mécanismes émotionnels, c'est ce qui fait la réussite d'une campagne. L'idée, c'est que l'émotion vienne d'eux et pas de la marque. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dès lors qu'il y a cette émotion-là, en fait, on a fait les 3/4 du chemin. Parce que la promotion du produit, la promotion du message, de la marque employeur, finalement, ça arrive de façon naturelle. Aujourd'hui, un jeune, il choisit un produit pas seulement parce qu'il est stylé, pas seulement parce qu'il est bon, pas seulement parce que l'univers lui plaît, mais parce qu'on a su lui parler, on a su lui faire vivre quelque chose, et on a su créer un lien vers ce vers quoi il veut tendre. Il veut ressembler à telle ou telle personne, il veut ressembler à telle ou telle émotion qu'on lui a fait vivre. Et donc là, on passe à la deuxième redéfinition des codes, qui est le code de la sincérité. On est dans une ère du brut, du vrai, il faut en avoir conscience, et je pense qu'on le sait autour de cet hémicycle. Le trop parfait, aujourd'hui, il sonne faux. Et le trop parfait, il faut le faire comprendre aussi aux marques, aux annonceurs en tant que tels, qui, comme je disais tout à l'heure, peuvent avoir des briefs parfois très, très carrés. Ce qui va plaire à cette cible, c'est l'imparfait, le réel, le homemade, parce qu'elle-même a conscience d'être imparfaite. On est passé d'un public, il y a quelques années, qui nous disait, alors oui, il faut que je sois lisse, il faut que j'ai une carrière très droite dans mes bottes, que je sache où je vais, à une population qui se dit, alors en fait, je ne sais pas du tout où je vais, je suis en train de remettre en question toute ma vie, toutes mes espérances parfois, et donc ça me rassure de voir que tout n'est pas aussi idéal que ce qu'on veut bien me faire croire. Et finalement, ça a un impact direct sur notre façon de travailler, parce que tout ce qui va être notamment, par exemple, IA, pendant très longtemps, c'est un indicateur qui est assez intéressant parce que c'est une cible qui s'intéresse à l'IA, mais toutes les communications trop parfaites liées à l'IA vont être aussi remises en question. L'exemple même, c'est le FOOH, qui a été de très courte durée. Et si ce n'est pas nous, en tant qu'agence, qui, en avion Mars, aurait été très rapidement la cible, en l'occurrence, ici, les jeunes. Donc pour être sincère, il faut se mettre à nu, être vraiment sans artifice, ou presque, parce qu'on a totalement conscience aussi qu'il faut quand même cadrer avec des petits potelets et des petits warnings cette communication-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va devoir retravailler le langage. Je vous ai mis des exemples de campagnes qui ont extrêmement bien fonctionné sur cette cible, et je pense qu'on connaît ici Burger King, qui a su faire sien le langage de cette cible jeune. Snapchat aussi, avec la campagne Dis-le en Snap, Tropicana, qui est partie sur le territoire de l'influence, ou encore NYX, avec un égérie Bilal Hassani, pour porter ses messages. C'est une marque qui ne veut pas, une cible qui ne veut pas qu'on limite, elle veut qu'on parle son langage. On dit souvent chez Campus qu'on ne parle pas de jeunes, on parle aux jeunes, et ça fait aussi la différence. La troisième redéfinition, c'est celle des territoires d'action. Finalement, pour parler à cette cible, maintenant qu'on s'est dit qu'il fallait de l'émotion et qu'il fallait de la sincérité, c'est bien, on a fait l'essentiel, mais pas tout. Il faut aussi aller sur des endroits, des terrains de jeu auxquels ils sont réceptifs. Nous, notre expertise, c'est sur les campus. On va vraiment là où la cible se trouve. Ils passent à peu près 80% de leur temps sur les campus. C'est un lieu de sociabilisation majeur. Et ça, pareil, ça fait sens, parce que généralement, on ne parle pas à un jeune, on parle à un groupe de jeunes. Mais on va également aller travailler, il y a des zones, typiquement les festivals ou les tiers-lieux. Finalement, tous ces temps, tous ces endroits où on a du temps long, où on peut se poser, on peut créer de l'émotion, et on sait que la cible va être disponible. Donc ça, c'est tout l'intérêt aussi, c'est d'aller là où l'attention, elle existe vraiment, parce que dans un monde qui va toujours très vite, qui parle très fort, offrir ces sas de décompression, ces sas où le temps s'étire, ça fait du bien, et cette cible, elle est en demande de ça. L'attention se paye, la disponibilité se mérite. C'est un petit peu, alors c'est pas du tout un clash, mais finalement on fait beaucoup d'ads, évidemment dans nos campagnes, on en fait énormément. On va venir booster, les clients eux-mêmes demandent de la visibilité, du reach, etc. Génial. Maintenant, l'attention en effet là-dessus sur le reach, ça se monnaie. La disponibilité, elle se mérite. Elle est dans la construction de cette stratégie-là. Je vous ai mis 3 exemples. Je vais me concentrer sur celui de Pumpot ici. Pumpot, c'est une marque qui a voulu cibler la Gen Z très récemment, qui jusqu'à présent n'était pas une cible majoritaire pour elle. Ils ne voulaient pas retravailler forcément le langage, pas forcément l'ADN. Ils se sont dit, voilà, on va garder notre cheval d'action. Par contre, on va aller finalement, pour toucher cette Gen Z-là, là où il se trouve. Et donc, ils ont noué le partenariat avec l'hôtel Mafouf. Et ça, c'est très smart, parce que finalement, ça a permis de repositionner Pumpot dans l'univers
de la Gen Z pour finalement un premier point d'ancrage, une première introduction à une stratégie qui va dérouler sur les prochains mois, prochaines années. Et ça, du coup, ça nous amène à la redéfinition des codes de la communication. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la com a changé, elle a foncièrement changé. On est passé à une époque de communicants très célèbres qui disaient il n'y a pas de mauvaise com, il n'y a que de la com. Eh bien, bonsoir, mais c'est plus vrai. C'est une cible, la Gen Z, qui pose ses lignes. Elle a des lignes rouges, très claires, qu'il ne faut pas dépasser, au risque de se prendre quelques taquets. C'est une cible qui va interpeller, mobiliser, boycotter. Et ça, c'est aussi à prendre en compte. Finalement, la communication, il faut en avoir conscience, c'est devenu un espace vivant. C'est plus de la verticalité. Il faut, comme je disais tout à l'heure, prendre conscience que finalement, c'est réutilisé, c'est redéfini, c'est reconstruit avec cette cible. C'est en perpétuel mouvement. Les effets de groupe sont importants. C'est le fondement même de la communication. C'est une communication qui est sociale. La valeur de la communication qui est faite n'est réelle qu'à partir du moment où elle est partageable. Et donc, c'est une activation réussie, c'est une activation qui va laisser des traces collectives. Et donc, ça passe par l'émotion. C'est QFD avec la première slide. Et maintenant qu'on s'est dit tout ça, on fait comment, nous, en tant que communicants, pour leur parler? Grosso modo, on a une vraie mission ici. La première mission, c'est celle de changer nous-mêmes de posture, de ne plus être aussi convaincus que ce qu'on peut l'être sur la réussite ou non d'une campagne, et ouvrir aussi les consciences de nos clients, de nos partenaires, des annonceurs, pour leur faire changer aussi de prisme. Ce n'est pas toujours gagné, mais je suis sûre qu'on pourrait y arriver. Et finalement, d'aller placer les marques là où cette cible, cette Gen Z, elle se trouve, pour venir aussi changer de ce que fait le voisin. Leur donner du temps pour comprendre, échanger, discuter, vivre des émotions, finalement pour pouvoir mieux s'approprier les messages de la marque, parce que ce sont les meilleurs ambassadeurs de nos clients, et accepter la réinterprétation. Ce qu'il faut avoir en tête foncièrement, on entendait très souvent que la Gen Z, elle nous challengeait, c'est vrai, parfois pour le pire, mais surtout pour le meilleur, parce que la Gen Z, elle nous force à réenchanter le milieu de la communication. On n'est plus du tout sur une science de persuasion, comme on l'était il y a quelques années. C'est une science maintenant de la connexion. Et donc, notre mission en tant que communicant, c'est de construire des ponts avec elle et pas des murs. Voilà.